messieurs, honorables invités, chers amis, probablement de la presse, s'ils sont là, souvent ils sont toujours un peu discrets. Bonsoir. Je suis Sostène Ebela, le président de la plateforme Pilux, et je vous salue premièrement, et un grand merci à vous de vous joindre à nous pour la nouvelle table ronde dédiée sur l'intégration sociale des personnes atteintes d'un handicap lourd et des maladies rares. Pour Pilux, nous sommes une plateforme qui dédie ses réflexions et ses engagements à l'immigration et à l'intégration au Luxembourg. La thématique de ce soir nous interpelle tous. Nous avons choisi de discuter ce soir autour de ce thème, une réalité trop peu débattue dans le grand public. Comme ce vendredi, le 28 février, se tiendra la 18e édition de la Journée internationale des maladies rares, une journée dédiée à sensibiliser le grand public à ces maladies et à leur impact sur la vie des personnes concernées et de leurs proches. Il nous est apparu opportun d'apporter notre petite pierre à l'édifice pour apporter un peu plus de visibilité aux réalités de l'intégration sociale des personnes atteintes d'un handicap. Le recensement de la population de 2021 a abordé pour la première fois la thématique du handicap au Luxembourg. C'est le moyen qui permet d'obtenir des informations inédites sur la population concernée. Il aura fallu attendre 2021 pour avoir des données fiables. Ainsi, nous avons appris que 15% de la population de Luxembourg est en situation de handicap. 15%, c'est une personne sur 6 et c'est plus de 100 000 personnes et 19 500 personnes jugent leur handicap sévère. Il y a des problèmes d'intégration au travail. Seule une personne souffrant de handicap et en âge de travailler sur 2 déclare avoir un emploi, mais aussi tous les autres aspects de la vie sociale, l'accès à la scolarité et aux formations, à la vie culturelle, aux activités sportives et à la vie de famille. Cependant, on pénètre que trop rarement dans la profondeur de ces phénomènes, si bien que la plupart des gens restent sur des approximations et qui finalement ne donnent pas une image de la complexité des réalités vécues par l'ensemble de ces personnes. Heureusement, ce soir, nous avons le grand plaisir de recevoir les éclairages des personnes qui connaissent très bien ces réalités et comment elles sont vécues au Luxembourg. Ainsi, nous allons essayer de les comprendre. Je tiens d'abord à excuser le ministre Max Hahn, qui aurait souhaité être avec nous, mais pour d'autres engagements, il s'est excusé. Mais je tiens à remercier l'œuvre Grand-Duchesse Charlotte pour ses subsides. Je tiens aussi à remercier la Chambre des salariés et la commune de Bertsdorf pour leur soutien de diverses natures. Merci à la présidente Nora Bach pour la Chambre des salariés et à monsieur Marc Rietz, bourgmestre de la commune de Bertsdorf. À la fin, un vin d'honneur vous est offert par la plateforme Pilux SBL. Nous aurons l'occasion de prolonger en coulisses notre débat. Pour ceux-là qui veulent nous rejoindre,
il y a des fiches d'adhésion sur la table là-bas. La table ronde est enregistrée et sera disponible sur notre YouTube ainsi que sur Facebook. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne conférence. Sans plus attendre, je vais donner le micro à M. Anthony Montserrat, membre du conseil d'administration ainsi que vice-président du comité national des maladies rares, qui assurera la modération. Vive le PILUX! Merci Sosthène pour cette introduction. Oui, en effet, j'ai aujourd'hui peut-être entre guillemets l'étrange avantage de combiner d'un côté le fait d'être membre du conseil d'administration de la plateforme PILUX avec le fait que je suis aussi le vice-président du comité national des maladies rares ainsi que personne touchée pour une maladie rare. Donc, peut-être ça me permet d'approcher ce débat d'aujourd'hui avec une vision assez complète de ce qu'on va parler. Certainement, il y a des personnes qui, avant cette table ronde, nous avaient indiqué écoutez, votre organisation s'appelle Plateforme Intégration Immigration, qu'est-ce que ça a à voir vraiment avec les handicaps, les maladies rares, etc. Bon, nous avons dû expliquer que notre concept de l'intégration est un concept large. C'est-à-dire que nous ne parlons seulement de l'intégration dans le sens d'avoir les droits de vote dans les élections politiques, que l'intégration est aussi une intégration sociale, est une intégration scolaire, est une intégration à tous les niveaux de la société. Et ça veut dire aussi que les personnes souffrant d'une certaine vulnérabilité sont aussi victimes, beaucoup de fois, des politiques d'intégration mal ficelées et mal organisées. En plus, bon, nous sommes dans une période où, malheureusement, beaucoup de choses qu'on croyait non discutables se discutent de tous les côtés. Qu'est-ce que ça veut dire intégration, qu'est-ce que ça veut dire favoriser minorités, etc., etc. Bon, il y a des gens déjà aux États-Unis qui commencent aussi à questionner, mais vraiment, il faut aider les personnes qui souffrent d'un cancer. Finalement, le cancer, c'est sa faute, et les personnes qui ont une maladie rare, bon, ça c'est la génétique. Et la génétique et la science, ce n'est pas la chose la plus compatible avec les orientations, malheureusement, qu'on voit maintenant de l'autre côté de l'Atlantique. Alors oui, probablement c'est une discussion opportune de la faire aujourd'hui. Comme Sosthène l'a rappelé très bien, demain, le 28 février, on fête dans tout le monde la Journée internationale des maladies rares. Bon, en fait, la Journée internationale des maladies rares, c'est le 29 février, parce que c'est le jour le plus rare qui existe. Mais, comme pas tous les années, on 29 février, les années où il n'y a pas de 29 février, on le fait le 28 février. Sinon, on devrait attendre encore quelques années pour fêter cette journée. Mais en plus de la Journée internationale des maladies rares, le 3 décembre, nous avons célébré, c'est pas très loin, la Journée internationale des personnes handicapées, qui aussi a eu sa répercussion au Luxembourg. Bien évidemment, comme je le disais, l'intégration, c'est une valeur qui s'impose, et surtout, l'intégration est parfois, je ne dirais pas plus compliquée, mais différente pour les personnes qui ont un handicap visible que pour les personnes qui ont un handicap invisible. Il peut y avoir beaucoup de personnes qui sont autour de vous, qui souffrent d'un handicap que vous ne pouvez pas voir et que probablement vous ne remarquerez jamais, mais qui peut être parfois un handicap assez grave. Ça, il faut toujours le tenir compte. Alors, on parle d'intégration, mais on parle aussi parfois d'insertion, on parle aussi d'inclusion. Est-ce que c'est tout la même chose? Inclusion, insertion, intégration. Nous croyons qu'il faut un peu savoir distinguer les concepts exactement de ce qu'on parle. Et bon, l'inclusion est sans doute un effort démocratique dans lequel tous les citoyens, soient-ils en situation de handicap ou non, puissent participer pleinement dans la société selon un principe d'égalité des droits. C'est-à-dire c'est l'égalité absolue, c'est les rêves, on peut dire comme ça. L'intégration est justement prendre un groupe et, avec ses caractéristiques spécifiques, les mettre
à l'intérieur de tout ce qui serait la société citoyenne, etc. Donc, c'est des concepts qu'on ne va pas faire un débat académique, hein, qu'est-ce que c'est inclusion, qu'est-ce que c'est intégration, qu'est-ce que c'est insertion, même si je vais me permettre de poser cette question à nos partenaires aujourd'hui. Mais on va surtout aussi parler de Luxembourg. Le Luxembourg, bon, depuis déjà quelques mois, nous avons un nouveau gouvernement. Ce nouveau gouvernement avait, d'après son programme, hein, je lis simplement ce qui est inclus dans son programme, il y avait la volonté d'adopter un plan national maladies rares qui doit couvrir la période de 2024-2029. Ce plan, malheureusement, n'a pas encore été adopté. C'est intéressant de savoir pourquoi. Il y a aussi un nouveau plan personnes handicapées qui devrait être aussi adopté et qui n'est pas encore adopté. Et on ne sait pas non plus quand est-ce qu'il va être adopté. On a aussi donc toute une série de nouvelles mesures qui ont été prises pour encadrer la scolarité des enfants ou des jeunes avec besoins spécifiques. Ça a permis la création de 8 centres de compétences dédiés qui s'organisent sur le principe de ce qu'on appelle les classes spéciales. C'est quelque chose qui mérite aussi sans doute débat et intérêt. C'est-à-dire, on est vraiment dans un moment où le débat sur l'intégration probablement prend une dimension qu'on n'aurait jamais imaginée il y a seulement quelques mois. Et il faut le faire. Même si aujourd'hui, nous avons reçu beaucoup de messages, c'est très bien que vous fassiez ça, c'est magnifique. Bon, mais malheureusement, pas tout le monde est là. Mais ils auront l'opportunité de nous suivre par YouTube. Peut-être on ne devrait pas enregistrer les débats sur YouTube parce que beaucoup de gens pensent je vais le voir après. Mais non, il faut le faire et il faut combiner les deux choses. Aujourd'hui, nous avons des personnes vraiment avec une expérience grande dans toutes ces affaires de l'intégration et de l'inclusion. Nous avons le plaisir de recevoir d'abord Madame Gwen Krohn. Elle a dû remplacer à la dernière minute Ania Di Bartolomeo, malade avec la grippe. C'est une caractéristique de semaine comme vie. Mais Madame Gwen Krohn, qui est la directrice adjointe à la maladie rare, c'est un remplacement de luxe, donc rien à regretter de ce côté-là. Nous avons aussi avec nous Madame Martine Kirsch, qui est la présidente de ZEFI, Zusammen für Inklusion, ASBL, une ASBL puissante, importante, déterminante dans beaucoup de choses qui ont à voir justement avec l'inclusion dans ces différents domaines. Et finalement, nous avons aussi quelqu'un qui représente justement cette réalité des travailleurs handicapés, que c'est M. Joël Delvaux. Il est une des personnes déterminantes dans le département des travailleurs handicapés de l'OGDL. En plus, elle a été à une époque conseiller communal à la ville de Luxembourg. Et finalement, nous aurons aussi le témoignage de M. Patrick Hurst, qui est aussi aujourd'hui avec nous, professeur d'anglais, et qui nous expliquera aussi son parcours personnel qui n'a pas été probablement facile pour parvenir à avoir une inclusion ou une intégration réussie au niveau social. Justement, on voulait commencer avec cette question. Dans notre introduction, on a parlé de différences entre les concepts d'intégration et d'inclusion. Est-ce que vous croyez que c'est une différence purement sémantique, qu'on peut utiliser les deux concepts, les deux mots de façon totalement indifférente, échangeable, ou vous croyez qu'ils représentent des approches différentes, intégration et inclusion? Peut-être on commence avec Madame Krohn, simplement. Ça fonctionne? Oui. Ok, très bien. Merci Anthony. Alors pour moi, c'est des approches bien différentes, l'intégration et l'inclusion. Je pense que Madame Kirsch va bien l'expliquer par après, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais peut-être pour être très concret, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret qui est arrivé récemment. Il y a une maman qui nous a appelés parce qu'elle a un enfant qui est porteur de maladies rares et qui doit être dans une poussette adaptée. Et elle devait conduire son deuxième enfant au conservatoire pour suivre ses cours de solfège. Alors d'abord, pour accéder au conservatoire, elle doit prendre un monte-charge à l'extérieur, un monte-charge, pas un ascenseur, un monte-charge
avec une sonnette. Mais quand elle se retrouve à l'intérieur du conservatoire, il n'y a pas de sonnette, il n'y a pas d'instruction pour savoir comment prendre son nom de charge et ressortir du conservatoire. Et donc elle a dû laisser son enfant seul dans la poussette, essayer de trouver quelqu'un dans la cafétéria qui connaîtrait le numéro du concierge pour arriver à finalement avoir quelqu'un qui vient débloquer son nom de charge. Ça s'est passé il y a quelques mois en arrière. Donc c'est un exemple concret qui nous montre encore qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a eu une loi sur l'accessibilité des lieux publics en 2022, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, les nouveaux bâtiments sont peut-être adaptés, mais on a encore beaucoup d'institutions et de bâtiments à mettre à jour, ne serait-ce que pour l'accessibilité des bâtiments, mais parce que ça a un impact dans la vie de tous les jours pour les familles. Avoir des problèmes de mobilité, ça a un impact dans la vie quotidienne, c'est chronophage et ça prend vraiment beaucoup de temps. Tu l'as dit aussi tout à l'heure, il y a plusieurs barrières. On peut bien sûr avoir l'intégration sociale, culturelle, mais qu'en est-il des personnes qui sont en même temps immigrées, qui ont en même temps une maladie ou un handicap et qui ont la barrière de la langue? C'est aussi un défi parce qu'on n'a pas seulement une seule vulnérabilité, malheureusement. Donc, moi je pense qu'il y a encore beaucoup à faire ici au Luxembourg. Il y a des politiques d'intégration, il y a des politiques d'inclusion, mais il y a encore beaucoup à faire. Madame Tirsch, la même question. Merci. Oui, alors l'accessibilité, oui, c'est un très très bon point parce qu'il y a beaucoup d'immeubles qui ne sont pas encore accessibles. Même l'université, c'est un immeuble qui n'est pas si vieux que ça, même là. Alors, on a oublié beaucoup de choses et c'est vraiment dommage. Mais quand on parle d'intégration, d'inclusion, moi je peux vous donner tout de suite un exemple. Et toi, tu avais mis les deux cercles, donc avec le petit cercle à l'intérieur. Donc, déjà là, on voit visuellement, il y a déjà une différence. Et je peux vous donner aussi un très bon exemple, c'est que c'est les classes de cohabitation. C'est les classes de cohabitation. Les classes de cohabitation, on parle toujours d'inclusion, alors que ce sont des classes spéciales, isolées dans un immeuble, et souvent, et je l'entends tout le temps, souvent, ces jeunes-là, ils ne vont même pas à la cantine avec les autres, ils ne vont pas à la récréation avec les autres. Peut-être tout au plus, ils font parfois 1 heure de sport ensemble avec les jeunes du lycée ou de l'école fondamentale. Donc, ça, c'est vraiment pour moi, c'est de l'intégration, c'est pas de l'inclusion. L'inclusion, c'est vraiment que chacun participe à tout moment, et dans la classe, et voilà. Donc, ça, c'est un très bon exemple. Quand on parle d'inclusion, d'intégration, la première chose, bon, c'est la diversité. C'est la diversité, il faut accepter cette diversité. Que ce soit, bon, la diversité, ben déjà chacun de nous est différent de l'autre, puis bon, il y a des barrières de langue, peut-être il y a de culture, il y a les handicaps, il y a des différents handicaps, mais bon, c'est la diversité, et voilà, le but, c'est vraiment d'avoir cette appartenance, cette acceptance. On parle dans ce contexte aussi, très souvent au Luxembourg, égalité des chances. Mais l'égalité, on est très très loin de l'inclusion et les gens ne se rendent pas compte. L'égalité, je peux vous donner l'exemple, peut-être certains d'entre vous connaissent cette image du prof qui est devant son bureau et avec les animaux, la girafe, l'éléphant, le crocodile, le poisson, le singe. Il dit, ben voilà, on est tous égaux, maintenant on doit passer un examen. Grimper sur l'arbre. Il y a des animaux qui ne sont pas capables de faire ça. Et le poisson, chacun, c'est un proverbe d'Einstein en fait, parce qu'il dit voilà, chacun est un génie, chacun a des talents, mais
si on demande à un poisson de grimper sur un arbre, eh ben, il va se dire toute sa vie qu'il est stupide, parce qu'il n'arrivera jamais. Et donc, cette égalité, après on a l'équité. L'équité, c'est déjà un peu mieux, c'est déjà plus adapté, donc à chaque personne. Après, on a l'inclusion, et encore au-delà de l'inclusion, on a l'appartenance. Donc on peut s'imaginer, voilà, il y a 3 personnes, un très grand, un moyen, un petit, qui sont devant une clôture. Et derrière, il y a un match de foot. Peut-être il y a des gens qui connaissent aussi ces images. Le grand, il voit au-dessus. Le moyen, il ne voit rien. Le petit, rien du tout. Maintenant, on donne une boîte à chacun. Donc le grand, il voit toujours bien. Le moyen, il voit maintenant aussi le match, mais le petit, il voit toujours rien. Donc là, on est dans l'égalité. Ça, c'est l'égalité, mais ça ne veut pas dire que l'égalité, parce que le petit, il voit toujours rien. Donc il faut que chacun ait autant de boîtes, et le petit, il a besoin peut-être de 2 boîtes ou de 3 boîtes. Et à ce moment-là, que tout le monde puisse voir le match. Là, on est déjà dans l'équité, mais on n'est toujours pas dans l'inclusion. Pour être dans l'inclusion, il ne faut pas de clôture. Comme ça, personne n'a même pas besoin de rien du tout et tout le monde peut participer. C'est ça le but. Ok. Oui, merci. Merci de me tenir le micro. Donc, oui, ça a déjà été assez bien expliqué, donc je ne vais pas non plus contredire tout ce qui a déjà été dit. Je vais peut-être juste insister sur le fait que je constate qu'effectivement, à tort, on utilise trop souvent les termes, surtout comme l'inclusion, à tort et à travers, comme on peut dire. J'ai un peu l'impression qu'il y a eu un effet de mode à un moment donné. Il y a aussi, par la Convention des Nations Unies sur le droit des personnes handicapées, eu ce nouveau concept, donc, de dire parler d'inclusion. Et donc tout ce qui était avant appelé intégration a été remplacé dans les textes, que ce soit sur Internet, sur la présentation des institutions, etc. Donc tout ce qui était avant intégration a été remplacé avec le mot inclusion. Le plus bel exemple, c'est par exemple si on prend ce qu'avant on appelait les ateliers protégés. Donc des ateliers qui sont spécifiquement réservés à des personnes en situation de handicap qui n'ont pas la chance de pouvoir trouver un travail sur le marché ordinaire de l'emploi et qui sont donc orientés dans des ateliers spécifiques dédiés à des personnes handicapées. Tout d'un coup, le ministre qui était 2016 en place du travail a décidé d'appeler ça des ateliers d'inclusion. Alors c'est bien beau de donner un si beau nom à une telle chose, mais s'il n'y a rien qui change derrière dans l'approche et dans la façon de fonctionner, et que ça reste un monde du travail parallèle au monde du travail ordinaire, qui est bien séparé de ce qui est de la vie de tous les jours des citoyens et qui est donc au fait plutôt de l'exclusion. C'est pas simplement en mettant un nouveau nom, en appelant ça inclusion, que ça va devenir inclusif. Et donc on constate que malheureusement, voilà, le terme d'inclusion est trop souvent utilisé à tort. Et c'est vrai que c'est une très grande différence entre intégration et tous les autres concepts qui étaient connus par avant. L'inclusion, c'est au fait vraiment de dire qu'au fond, tout le monde est différent et que toute la société est composée d'individus qui apportent chacun ses différences, ses besoins spécifiques, ses attentes individuelles de ce que la vie veut lui apporter. Et donc aussi des besoins différents. Et qu'en fait, c'est à la société dans son entièreté de faire le nécessaire à ce que chacun y trouve sa place. Et donc, c'est ça où il y a la grande différence entre l'intégration qui avant était de dire la société représente le groupe majoritaire de citoyens qui ont une certaine norme et tous ceux qui ne correspondent pas à cette norme doivent se rendre accessible à cette norme et s'intégrer à cette norme. Donc c'est au fait une grande différence entre le fait de dire que la personne qui a des besoins spécifiques doit se plier à une norme pour avoir sa place, ou de dire c'est la société qui doit faire le nécessaire à ce que chaque citoyen trouve sa place dans cette société.
Donc voilà, je pense qu'il est important de vraiment bien encore expliquer aux gens ce concept d'inclusion, qu'on est encore loin du fait que les gens aient vraiment compris ce que ça veut dire. Et puis, quand on utilise des termes comme inclusion dans la description de ces structures, alors il faut le vivre. Entre autres, justement, les ateliers d'inclusion auraient intérêt de faire le nécessaire à se mettre up-to-date, comme on pourrait dire, et vraiment vivre l'inclusion. Merci, Joël. Et maintenant, on passe à la deuxième question, qui est une question un peu plus spécifique pour chacun parmi vous. D'abord avec Madame Corin. On a parlé avant des plans nationaux d'action dans le domaine de la santé. Le Luxembourg est un des pays qui a le plus de plans nationaux d'action dans le domaine de la santé. On a des plans cancer, plan Alzheimer, plan résistance aux antibiotiques, plan cardiovasculaire, blablabla. Mais bon, d'un côté, il y a eu, on a l'impression qu'il y a eu un certain changement d'orientation après qu'il y a eu changement de gouvernement et que le plan national de santé ne semblait pas tellement important. Et notamment, pourquoi le plan national maladie rare, justement, qui aurait dû déjà être approuvé, est tellement loin, sauf surprise demain, parce que demain vous avez un événement dans lequel la ministre de la Santé sera présente, un événement pour la Journée mondiale des maladies rares. Et si demain il nous surprend tous avec une annonce inattendue, ce que je ne m'attends pas. Donc, qu'est-ce qu'il se passe vraiment avec les plans nationaux de santé? Ils devraient être un instrument au service justement des personnes avec un handicap et une vulnérabilité. Alors pour revenir un petit peu au début, nous on trouve que les plans nationaux ils sont primordiaux parce qu'ils ont un rôle clé dans l'organisation et l'amélioration du système de santé d'un pays ou de système d'aide. Ils définissent les priorités et les stratégies et les actions à mettre en place pour améliorer la santé publique et surtout ils garantissent un accès équitable aux soins et d'améliorer le bien-être de la population. Quand nous, on avait fait le plan national maladie rare 1, il y avait des associations de patients, autour de la table, il y avait des patients eux-mêmes, il y avait beaucoup de professionnels du secteur médico-psychosocial autour de la table, et tout le monde ensemble, on a planché sur des objectifs et sur des actions concrètes pour que justement il y ait des choses qui soient mises en place pour aider les personnes qui sont touchées par une maladie rare. Il faut savoir qu'en adoptant notre plan national maladie rare, le Luxembourg était un des derniers pays de l'Union européenne à adopter un tel plan, alors qu'on a quand même, on peut dire qu'on est un pays assez riche au niveau de la santé, on a quand même un bon système et pourtant on était un des derniers. Et l'objectif, c'était quand même de créer plus d'équité pour les quelques 30 000 personnes qui seraient touchées par une maladie rare. On n'a pas de registre national maladie rare au Luxembourg, donc on ne sait pas vraiment combien de personnes sont touchées, mais voilà, c'est une estimation européenne, et donc on estime qu'il y a 30 000 personnes qui seraient touchées par une maladie rare. Mais grâce à ce plan, et c'est pour ça que c'est important et qu'on attend le deuxième, il y avait quand même des actions très concrètes qui ont été mises en place. Donc il y a une infoline nationale maladie rare qui a été mise en place, c'est-à-dire que les personnes qui sont concernées par une maladie rare ou des professionnels ou des personnes intéressées qui auraient des questions peuvent appeler un numéro de téléphone ou une adresse email et recevoir des réponses par rapport à des conseils, une orientation, vers quel médecin je dois aller, quels sont mes droits au niveau professionnel, au niveau scolaire, qu'est-ce qui existe, vers qui je dois me tourner pour avoir de l'aide pour mon enfant. On avait eu aussi un hub de coordination nationale maladie rare qui a été mis en place. Et donc, c'est en fait, en Europe, il existe les ERN, c'est les European Reference Network. Donc, c'est des filières de soins maladies rares qui ont été mises en place en Europe. Et le CHL a reçu ce rôle de hub. Et donc, les patients peuvent s'adresser à leur médecin coordinateur au CHL qui peuvent présenter leur situation à d'autres experts en Europe et ainsi pouvoir, c'est le dossier qui voyage et qui peut recevoir une expertise et pas le patient. Donc ça c'est vraiment aussi important. Une cellule d'orientation et de coordination nationale maladie rare a aussi été mise en place où il y a un coordinateur médical et un coordinateur psychosocial
qui essaye, en fonction des demandes qui arrivent à l'Infoline, de justement mieux orienter les patients vers les bons médecins spécialistes ou vers des services de soutien psychosocial pour que les familles soient soutenues et orientées et arrivent tout de suite dans les services qui pourront les prendre en charge de la meilleure manière. Il y a une alliance nationale maladies rares qui a été aussi créée, qui est aussi assurée par Alan depuis 2022 et qui essaye de fédérer toutes les associations maladies rares au Luxembourg, comme par exemple l'association mucoviscidose, l'association Marfan, l'association pour les enfants cardiaques, les différentes associations pour les cancers pédiatriques, l'association pour le syndrome de Rett, et j'en passe, il y en a encore quelques-unes. Le plan national maladies rares a aussi mis en place 2 nouveaux dépistages néonatals, donc un dépistage pour les cardiopathies congénitales et un dépistage pour les amyotrophies spinales infantiles. Donc voilà, on diagnostique quand même 2 maladies rares en plus à la naissance. Et tout ce plan national avait quand même permis de créer toute une dynamique et de créer des actions concrètes pour les familles sur le terrain. Donc on espère en effet que vendredi, lors de la journée internationale des maladies rares, la ministre pourra nous annoncer une bonne nouvelle parce que le plan national maladies rares 2, il est écrit, beaucoup de personnes y ont participé pour essayer d'améliorer encore, continuer les actions du plan 1 qui n'ont pas pu être mises en place. Donc, on en saura plus la semaine prochaine. Oui, un peu cette question autour des plans nationaux d'action pour Madame Kirsch. Est-ce que vous considérez aussi, par exemple, qu'ils sont un bon instrument? Le plan national personnes handicapées au Luxembourg est vraiment quelque chose que vous attendez ou finalement qu'il y a ou il n'y a pas plan national ne change pas grand-chose? Je vais un peu aller en arrière. Donc en 2007, le Luxembourg a signé la convention relative aux droits des personnes handicapées. Ça a été ratifié en 2011. Donc 2007, ça fait presque 20 ans. Et c'est le ministère de la Famille qui a été désigné pour être un point de contact pour cette convention et endosse le rôle de coordinateur. Donc pourtant, chaque ministère est quand même aussi responsable pour mettre en œuvre cette convention. Et il y a aussi des concertations interministérielles, donc régulières, j'espère, pour donc avoir vraiment quelque chose de concret. Donc concret, on est maintenant au 3e plan d'action, on avait parlé là tout à l'heure. Il y a déjà 2 plans d'action. Donc oui, efficace, je ne sais pas. Si on a encore besoin de 10 autres, je ne sais pas si c'est très très efficace. En tout cas, moi je pense que c'est pas une mauvaise chose. Il faut un plan pour se donner des objectifs. Qu'est-ce qu'on veut faire? Moi je suis dans le groupe de travail de l'éducation. Moi j'ai été très très déçue du dernier plan d'action parce que en fait c'est un peu, on était complètement exclus pendant 5 ans. Du premier plan d'action. Après le premier plan d'action, on était complètement exclus, les associations, en tout cas mon association qui œuvre quand même beaucoup pour l'éducation. On n'a pas été invité à ces réunions avec les ministères, donc je ne sais pas, il n'y a pas de compte rendu non plus. Normalement, il y a des réunions quand même régulières, mais il n'y a aucun compte rendu, donc on ne sait pas du tout qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a été décidé, qu'est-ce qui n'a pas été décidé. Et moi j'ai l'impression un peu, parce que après le 2e plan d'action, j'étais très déçue, parce que tout ce qu'on a dit à la réunion, c'est un peu bizarre quand même, parce qu'on nous invite une fois, pendant 2-3 heures, on dit le maximum, tout ce qui ne va pas, tout ce qu'on doit mettre en place, et rien de tout ce qu'on a dit a été dans le plan d'action. C'était que du non formel, et pratiquement toute la partie formelle, vraiment l'éducation à l'école,
C'était plus sport, loisirs, tout ça, mais tout ce qui était formel. Donc moi, j'ai un peu l'impression, et je me suis posé même la question, est-ce que je vais, pour le 3e, est-ce que je vais participer à ce groupe? Parce que si rien n'est pris en considération de ce qu'on dit, et je pense qu'on est un peu, c'est un peu alibi pour le ministère, voilà, de nous inviter pour pouvoir dire, vraiment, on a élaboré ça avec les associations, et voilà, alors en fait, qu'on était invité juste une seule fois pendant 2 heures. Donc, à mon avis, le 3e plan d'action, il est déjà tout prêt, il est déjà écrit, et ça c'est un peu, mon souci. Bon, en tout cas, j'espère, et ça c'est quelque chose de très important, il y a quand même pas mal de choses qui sont passées, et j'espère au moins que l'Observatoire national de l'enfance et de la jeunesse sur la qualité scolaire, ils ont fait un rapport pour les enfants à besoins spécifiques, la qualité scolaire pour les enfants à besoins spécifiques sur l'inclusion. Et j'espère au moins que le 3e plan d'action va s'orienter, ils vont prendre ça en considération, parce que ça c'est quand même très très important. Et donc, oui, ça c'est un peu mon souhait, mais pour moi, là actuellement, c'est pas transparent, voilà, il n'y a aucun compte rendu, on ne sait pas ce qui se passe pendant 5 ans, on ne sait pas du tout. Bon, le nouveau plan d'action, il y a les groupes de travail maintenant, mais c'est, bon, on va voir, hein, je crois que c'est un peu le truc alibi, effectivement, pourquoi il nous invite. Voilà, merci. Oui, une question justement que le gouvernement luxembourgeois a évoquée constamment, c'est la quota d'au moins 5% des travailleurs handicapés qui a été fixée comme la quota des travailleurs handicapés qu'il devait y avoir dans les services de l'État et dans les communes, ainsi théoriquement que dans les établissements publics et dans les entreprises privées, mais on est bien loin de cet objectif. Quels sont les obstacles vraiment qui empêchent d'arriver à cet objectif du 5%? Ouais. Alors il faut faire la différence. Les 5%, c'est effectivement pour tout ce qui touche donc l'État, les communes, les établissements publics, la CFL. Pour tout ce qui est le privé, c'est un peu différent. Là, c'est en fonction de la taille de l'entreprise. Ça varie. À partir de 25 salariés, il y a un poste qui devrait être occupé par une personne ayant le statut de salarié handicapé ou étant en régime de reclassement professionnel. Et puis après, c'est progressif jusqu'au 4% en fonction de la taille de l'entreprise, donc à partir de 300 salariés. Le fait est que ça, c'est ce qui est écrit dans la loi. Après, comme on dit en luxembourgeois, papa est raskedelish, traduit, voilà, le papier et passe, oui, se laisse faire, entre guillemets. S'il n'y a pas une véritable volonté politique derrière de mettre en application une loi, finalement, ça va être écrit sur papier, mais ça va en rester pratiquement là. Et c'est cette volonté qui manque, parce que malgré que cette loi existe déjà depuis maintenant 2004, ces quotas ont été fixés dans la loi de 2004, il n'y a pas d'organe qui a été créé ou nommé pour faire un suivi et un contrôle de l'application de ces quotas. Ni l'administration de l'emploi, ni l'ITM ou aucun autre organe du ministère du Travail ou autre a eu la mission de garantir que ces quotas soient vraiment appliqués. Donc finalement, chacun est libre de faire comme bon le lui semble. Alors il y a ponctuellement des questions parlementaires qui sont faites par les partis d'opposition, où justement la question est soulevée, où en est-on avec l'application des quotas? Et ça, c'est à chaque fois un petit moment où alors le gouvernement va se donner un petit coup de pouce et va de nouveau faire une petite relance au niveau de l'embauche au sein de ces établissements, donc au sein de tout ce qui est étatique. Mais par contre, dans le privé, voilà, c'est au bon vouloir finalement des patrons. Après, il faut dire aussi que notre département, tout particulièrement, soulève souvent la question, et il y a déjà des échanges réguliers avec les différents ministres du Travail,
ainsi aussi qu'avec par exemple l'administration de l'emploi. Et eux, ils ont une interprétation de la loi de toute façon assez, comment dire, spécifique, dans le sens où ils disent, oui, la loi, elle dit effectivement qu'une entreprise est dans l'obligation de respecter ses quotas, mais sous réserve que l'administration de l'emploi soit à même de fournir un candidat correspondant au profil recherché. Ce qui veut dire en clair que finalement, on peut très facilement se dédouaner, parce qu'il suffit de dire, ah bah oui, le candidat ne correspond pas au profil, et alors hop, on n'est pas obligé de l'embaucher. Bon, c'est une approche assez large, je trouve, et facile pour détourner le problème et à ne pas avoir le courage de dire, effectivement, avoir une politique d'inclusion dans le monde du travail vraiment volontariste. Si on prend par contre d'autres pays qui ont des quotas aussi, comme en France, ils ont par exemple une loi qui est au niveau des quotas assez similaire, et ils ont une approche très directe dans le sens où ils font un contrôle de l'application de cette loi chez eux, et ils vont plus loin, ils récoltent aussi pour toute entreprise qui ne respecte pas la loi, il y a des pénalités, des sanctions financières, et donc ils récoltent aussi cet argent-là. Et cet argent-là qui est donc récolté, entre guillemets, part dans un fonds qui est réservé justement à favoriser l'inclusion dans le monde du travail. C'est donc de l'argent qui est au fait récupéré par les entreprises qui ne veulent pas jouer le jeu pour favoriser justement toutes les actions diverses d'inclusion dans le monde du travail. Donc à quelque part, on peut quand même pousser les entreprises à faire part de leurs responsabilités sociales en leur disant, alors payez, si vous ne voulez pas embaucher, payez, et avec cet argent-là, on va le réinvestir dans l'inclusion. D'autre part, il y a aussi en France, par exemple, une très bonne possibilité pour les entreprises qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas embaucher vraiment le quota, où ils peuvent se dédouaner jusqu'à un certain plafond de leur nombre de personnes qui devraient embaucher en donnant du travail de sous-traitance à des ateliers spécialisés pour personnes handicapées, ce qui permet par exemple aussi justement à ces ateliers, dont j'ai parlé déjà tout à l'heure, donc les ateliers appelés ici d'inclusion, d'avoir au moins un travail de qualité à fournir à leurs personnes occupées, et au moins ils n'ont pas l'impression de juste avoir de l'occupationnel, mais au moins ils participent vraiment à un travail de production effectif, et les entreprises de cette façon-là sont quand même aussi pris à part dans leurs responsabilités sociales. Merci. On a voulu aussi ajouter aujourd'hui le témoignage de la team personne qui est justement dans les marchés du travail, on va le dire comme ça, mais qui probablement n'a pas eu un parcours facile. Et alors, bon, on demande à M. Patrick Hurst. Je vous remercie de m'avoir invité à cette table ronde. Oui, effectivement, voilà, bon, je connais un peu toutes les facettes du problème qui ont déjà été discutées ce soir. Effectivement, dans les années 80, quand je suis allé à l'école ordinaire comme enfant aveugle, en fait, on parlait d'intégration parce que, oui, l'école ne changeait pas et c'était à moi à m'adapter respectivement. Bon, j'avais une assistance du Centre pour déficients visuels, en fait, l'Institut pour déficients visuels, il s'appelait autrefois. Et il fallait qu'une personne retape tout le contenu à la main, pour que je l'ai en braille, et inversement, pour que les profs puissent le corriger. Donc c'était, disons la mer à boire pour vraiment pouvoir suivre les cours. Bon, en France, j'ai fait le lycée et l'université, et là, j'ai déjà vu une toute autre approche, plus proche de ce qu'on connaît aujourd'hui dans l'inclusion. Il y avait déjà les aménagements raisonnables aux épreuves, il y avait la possibilité d'utiliser un ordinateur avec une plage braille, il y avait aussi la possibilité d'avoir un tiers temps supplémentaire aux examens et tout. Et
avec ça que j'ai réussi à terminer ma carrière scolaire et maintenant effectivement je travaille au lycée Ernesinde à Mersch où on travaille en fait en équipe. Donc voilà, on peut se partager les tâches. Moi je fais des tâches plutôt orales ou alors des tâches où les élèves écrivent voilà, à l'ordinateur sur Word ou un autre logiciel où je peux corriger. Voilà, les autres enseignants font des tâches plus, on va dire, au tableau ou plus graphiques, on va dire. Voilà, c'est un partage de la tâche d'enseignant. Et donc, oui, bon, je prépare aussi des contenus numériques, des documents que les enseignants peuvent utiliser en classe. Et voilà, c'est une façon de répartir le travail autrement, en fait. Et voilà, c'est comme ça que se fait l'inclusion professionnelle au quotidien. Et bon, pour le reste, oui, bon, en France, effectivement, j'ai appris beaucoup de choses par rapport à mon autonomie qui me permettent aussi de venir en train, par exemple, à une conférence comme aujourd'hui, ou alors de faire partie d'une chorale, ou de faire plein d'autres choses, de vivre une vie dite normale et de pas justement comme doivent le faire encore beaucoup de personnes handicapées ici au Luxembourg, de vivre dans un foyer où la plupart du temps ils doivent être au lit à 9 heures, quoi. Donc c'est pas une vie d'adulte, ça. Merci Patrick. Bien, on passe à la troisième question qui est un peu tout au début de sa présentation. Sosten s'est référé au nombre de personnes, au pourcentage de personnes qui sont atteintes d'un problème d'exclusion sociale, etc. Mais dans l'ensemble de l'Union européenne, ils sont 95,3 millions de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, sont menacées directement d'une exclusion sociale, parmi lesquelles un enfant sur 4. Ça veut dire pratiquement 21% de la population européenne. Et c'est un chiffre qui n'a à peine bougé dans les dernières années. 21,1, 21,3, 21,6, donc ça c'est toujours très stable. La question c'est un peu, est-ce que vraiment les objectifs de l'intégration en général et en particulier au Luxembourg sont possibles du point de vue seulement national, ou vraiment finalement les combats pour l'inclusion ou pour l'intégration c'est plutôt une action européenne ou même une action mondiale? Est-ce que vraiment le Luxembourg seul il a la capacité de réussir dans ce type de politique d'intégration ou d'inclusion? Comment est-ce que vous voyez cette dimension, appelons comme ça, internationale ou mondiale de ce qu'on discute aujourd'hui? Tu peux commencer, Gwen. Je vais essayer de répondre à la question, c'est une question pas facile. Mais je pense qu'on ne peut pas y arriver seul. Parce qu'on l'a vu, il y a quand même des initiatives. Enfin, l'Union européenne, elle joue quand même un rôle déterminant dans l'inclusion sociale au Luxembourg, parce qu'il y a toutes des lois, des transpositions qui ont été faites et qui ont quand même amélioré certaines choses au Luxembourg. Il y a des fonds européens qui financent quand même pas mal de projets d'intégration ou de formation. Il y a tout ce qui est autour de la mobilité intra-européenne pour faciliter l'intégration des citoyens européens, par exemple en reconnaissance des diplômes, les projets Erasmus, etc. Donc ça peut quand même aider d'une certaine manière. Mais surtout, il y a aussi des normes et des directives européennes qui peuvent être transposées ici au Luxembourg ou dans les autres pays et qui peuvent quand même essayer de faire
évoluer les choses un peu plus rapidement. C'est quand même très lent, mais ça peut quand même aider. Par exemple, au niveau de l'égalité des chances, de la non-discrimination, de l'inclusion des personnes. Ça peut aider. Un petit exemple qu'on a eu dernièrement, il y a eu une transposition européenne au niveau du travail. C'est que par exemple, maintenant, c'est passé l'année passée, il y a des congés aidants qui ont été mis en place. Donc ça, ce n'était pas le cas avant et le Luxembourg a été obligé de le faire parce qu'ils étaient au bout de la deadline pour transposer cette directive européenne. Et donc il y a un congé aidant de 40 heures par an qui a été mis en place et 1 jour en cas de force majeure. Et aussi des formules souples, une possibilité pour les salariés de demander une formule souple de travail si on a un enfant en bas âge ou si on doit s'occuper d'une personne qui est dans une situation de dépendance assez haute. Je ne pense pas que ça serait fait aussi vite, et encore c'était lent, s'il n'y avait pas eu une transposition de la directive européenne. Mais malgré tout, il reste quand même encore beaucoup à faire et le Luxembourg a aussi ses propres spécificités et je pense que ce qui est important aussi, ça existe encore peu au Luxembourg, c'est en train de se développer, c'est par exemple la démocratie sanitaire. On en parle beaucoup en France et c'est en fait de faire participer les citoyens dans les propres organes de gouvernance. Donc par exemple ici, dans les hôpitaux, dans les institutions publiques, les gens qui sont concernés par les mesures qui sont prises en place n'ont pas droit de vote ni de décision. Donc il faudrait que les associations de patients puissent être dans les organes de gouvernance de la CNS, des hôpitaux, etc., pour faire aussi entendre leur voix, faire entendre leur vécu, leur expérience, parce que c'est ensemble qu'on peut construire des procédures administratives, etc., des choses qui sont plus logiques, et pas seulement dans le domaine de la santé, mais dans tout le domaine aussi. Voilà, dans la gestion des écoles et dans la gestion de toute institution. Oui, bon, l'exclusion, ça rime en général avec la pauvreté. Et c'est pas seulement pour la personne non handicapée, mais c'est aussi pour les aidants. Souvent, il y a un des parents qui arrête de travailler, donc il y a un salaire en moins, c'est déjà pas rien. Et puis, quand on est des parents monoparentaux, donc c'est encore pire. On se retrouve vraiment tout d'un coup face à une situation, mais souvent, c'est pas possible autrement. On doit le faire comme ça, parce que c'est du 24 heures sur 24, 7 sur 7. C'est pas possible autrement. Et donc, c'est vraiment un enchaînement d'événements. Et ça concerne les aidants, ça peut concerner toute la famille, la fratrie, parce que quand il y a l'argent qui n'est plus là, parce que le parent doit s'occuper de l'enfant, eh ben oui, la charge. Et aussi, pour les aidants, c'est aussi leur vie. Ils vont se retrouver tout d'un coup aussi en exclusion, parce qu'ils n'ont plus de vie sociale non plus. Parce que l'un entraîne l'autre, donc c'est des situations très très compliquées. Et là, je pense, il faut déjà au Luxembourg, sur le plan national, il faut une réforme, mais rapide, de l'assurance dépendance. Ça, c'est quelque chose, je ne comprends pas pourquoi on ne fait rien, parce que là, pour le moment, c'est juste tout ce qui est l'autonomie, les besoins essentiels de la vie, s'habiller, laver, la personne. Mais bon, parfois, c'est vraiment du 24 heures sur 24, et donc c'est quelques minutes pour aller aux toilettes, prendre la douche, ça ne suffit pas, parce que la maman ou le papa, ils doivent être là tout le temps. Et je pense là, il faut, parce que ça traîne au Luxembourg, ça traîne, et c'est un autre truc, c'est l'assistance personnelle, on en parle très très souvent aussi, mais ça, je ne comprends pas non plus. Ça traîne et ça traîne. Je sais que maintenant, ils travaillent au MIFA depuis des années. Maintenant, il va y avoir des choses, je sais, mais c'est pour un petit groupe. Maintenant, ils vont faire un projet pilote dans une maison de retraite avec cet assistant. Donc, ça va encore durer des années, des années. Et non, c'est pas la solution. Et je pense pour déjà ces deux points-là,
Je ne sais pas si au Luxembourg on va trouver des solutions. Je pense que ça doit être au niveau européen, ou même c'est l'ONU, ou je ne sais pas. J'aimerais rajouter dans ce contexte aussi, le gouvernement doit faire un rapport maintenant cette année, qui doit aller à Genève. Les associations, nous, on va faire un rapport aussi, parce qu'en général, le rapport du gouvernement, c'est toujours la vie en rose. Alors les associations, nous aussi, on va faire un rapport parallèle. Donc, et je pense que il y a certains points, ça ne va pas se régler au Luxembourg, où vraiment ça va encore prendre beaucoup de temps. Et je pense que là, il faut voir sur un niveau européen, on va même avec l'ONU, s'il y a des possibilités pour que ça aille plus vite. Et un problème aussi, Joël en a parlé pour le travail, déjà, c'est on a que des recommandations en général. C'est des recommandations qu'on reçoit de l'ONU, de la communauté européenne. Il n'y a pas de sanctions. Et moi, je pense sans sanctions, on ne va pas s'en sortir. Et si on a un système, par exemple, comme tu as dit en France, voilà, bah, les entreprises ou les ministères, ou voilà, si ça, ils doivent payer quelque chose, eh ben, je crois que là, ça va aller beaucoup plus vite après. Et si l'argent en plus est utilisé pour les entreprises, pour un fonds, pour faire avancer l'inclusion, ben, voilà, je pense que ça c'est une solution qui ce serait pas mal d'instaurer ça. Alors, la question était bien de savoir si l'inclusion pouvait se faire de manière, disons, nationale ou plutôt internationale. Alors, je pense que l'inclusion se fait à tous les niveaux de la vie. Ça commence effectivement déjà dans la vie du village, donc dans les activités qui sont par exemple organisées par la commune pendant les vacances pour les enfants, que chaque enfant puisse participer à ces activités. Après, c'est au niveau de tout ce qui est les barrières architecturales, ce qu'on a déjà aussi énoncé dans certains exemples tout à l'heure, où il faut garantir l'accès à toute personne, par exemple, au bâtiment et au lieu où est organisée une activité quelle qu'elle soit. Ensuite, ça doit être au niveau législatif, donc pour ce qui est le droit à avoir une bonne scolarité, le droit à avoir une vie professionnelle, le droit de pouvoir participer activement à la vie politique aussi, par exemple, et sociale, culturelle. Et après, évidemment, ça doit aller au-delà des frontières du pays, parce que sinon ça ne sert à rien. Si ça se limite juste à ce qui sera fait au Luxembourg, l'horizon sera très vite restreint. Donc c'est clair que c'est important que ça soit fait partout. Ensuite, évidemment, cela a été justement dit, beaucoup de choses qui ont été faites dernièrement ici au Luxembourg, c'est grâce justement à des directives européennes qui ont été données et qui ont eu ce caractère obligation pour le Luxembourg de mettre en place une législation et de faire bouger les choses, sinon on attendrait probablement encore. Prenons par exemple l'existence du CET, le Centre d'égalité de traitement, c'est suite à une directive européenne pour avoir une législation antidiscriminatoire. Donc voilà, et ça c'est un exemple sur beaucoup de choses qu'on pourrait prendre qui vient effectivement grâce à par exemple l'EU. Ce qui est triste, c'est juste que, voilà, le fait on en soit là, qu'il faut avoir un côté contraignant, un côté obligation, et que ce n'est pas encore quelque chose qui est tout simplement comment on appelle ça en français, qui va pas simplement de soi pour chacun de nous, pour se dire que l'inclusion doit être tout simplement garantie pour tous. Parce que finalement, on en profite tous. Ce qui a été justement dit par Martine tout à l'heure, c'est que quand on parle par exemple d'une personne handicapée, il y a derrière la personne handicapée elle-même qui peut être exclue à plein de choses de la vie, il y a tout son entourage qui est exclu aussi. Par exemple, mon épouse dit toujours qu'elle est co-handicapée. Du fait qu'en étant avec moi, elle a plein de choses qui pour elle avant étaient une évidence, qu'elle ne se posait même pas la question, comme par exemple aller voir un film au cinéma, c'était quelque chose qu'elle faisait de manière totalement spontanée. Maintenant, en fonction de où on veut aller au cinéma, ça c'est pour par exemple le
crève, il faut réserver à l'avance sa place pour savoir si, en tant que personne en fauteuil roulant, on peut aller voir tel et tel film dans telle et telle salle. Et donc, si on veut aller ensemble au cinéma et que la salle n'est pas disponible, pas libre ou quoi que ce soit, ma femme, elle a le choix d'y aller ou alors seule, ou de ne pas y aller non plus. Donc voilà, co-handicapé. Donc finalement, le fait d'améliorer la société dans le sens d'avoir une société plus inclusive, ça va pas juste être bénéfique à la personne qui elle-même est peut-être directement touchée par une situation de besoin spécifique, mais également pour beaucoup de personnes qui sont dans l'entourage direct. Merci. Bon, et notre dernière question. Bon, c'est le stigma, la stigmatisation. Est-ce que finalement, on peut dire que cette stigmatisation de la personne différente, de la personne qui souffre un handicap, soit-il visible ou invisible, c'est une réalité au niveau des administrations, au niveau même parfois de l'attention qu'on peut recevoir d'une association, etc. Il y a aussi le sentiment qui parfois peut avoir la personne de ne pas oser aller, expliquer. Ça c'est parfois très applicable aux maladies rares, de voir se mettre en nu devant un assistant social, quels sont ses problèmes familiaux, quels sont revenus, etc. Mais finalement, tout ça se résume à le stigma. Est-ce que vraiment vous avez la sensation que Luxembourg, c'est un pays dans lequel la stigmatisation des différentes est une réalité, ou par contre nous sommes la viande rose, comme tu disais, Martina? Oui. Bon, moi je parle, puisqu'il y a beaucoup de parents, d'élèves où ça ne fonctionne pas bien à l'école, donc je parle beaucoup de l'école. Nous, on a été très déçus pour les créations de cette nouvelle loi en 2018 pour ces créations des centres de compétences. Et depuis, bon, la misère continue, hein, parce que pour nous, on ne voit pas ce qui a changé à part le nom, ça a été rebaptisé, mais en fait, c'est toujours un peu la même chose. Hein. Mais les parents, dans toute cette situation, on a une situation à l'école qui ne fonctionne pas. On n'a pas assez de ressources, on n'a pas assez ceci, les gens ne sont pas bien formés, les professionnels ne sont pas bien formés. Souvent, ils ne sont pas motivés non plus, mais même pour ceux qui sont motivés, c'est très compliqué parce qu'ils n'ont aucun soutien. C'est un appareil administratif gonflé. Aussi, c'est catastrophique pour les parents, c'est catastrophique pour les professionnels aussi. Il n'y a aucune communication, souvent il n'y a aucune communication entre les centres de compétences, l'école, bon c'est la jungle. Et on ne parle même pas, parce que des thérapeutes de l'enfant ou là ils sont complètement exclus de l'école. On a une école inclusive, mais l'école est complètement fermée. Tout spécialiste qui vient de l'extérieur, de l'étranger, ou n'a pas le droit d'aller à l'école, tout ça. Donc, les parents sont souvent dans des situations très difficiles dans les réunions. Ça va pas, ton enfant il sait pas faire ça, ton enfant il sait ça non plus. Oui, il n'interagit pas, il sait pas calculer, il sait pas parler. Il fait des crises. C'est que tout le négatif à chaque fois, à chaque réunion que les parents entendent. Et c'est très très difficile. Et bon, avec le temps, c'est de plus en plus de pression, voire jusqu'aux menaces pour les parents. Écoute, ton enfant, il serait mieux dans un centre de compétences, dans une classe spéciale. Ton enfant, il n'a rien à faire ici. Il fait que déranger. De toute façon, où est l'intérêt que ton enfant vienne à l'école, parce qu'il ne sait pas suivre le programme, voilà. Alors que normalement les enfants ils ont un programme adapté pour eux, mais c'est très compliqué, en tout cas encore actuellement. Tout le monde attend ces diagnostics, c'est une perte de temps, parfois même plus d'1 an qu'un enfant doit attendre pour avoir une prise en charge, tout ça. Et après, c'est un peu les parents, les boucs émissaires. Et c'est ces parents-là qui viennent nous voir, et c'est très très difficile pour eux
Et puis il y a beaucoup de parents aussi des autres élèves qui les accusent un peu parce que ça freine l'éducation de leurs enfants et c'est tout un... Et ils peuvent aller à la médiation scolaire, mais la médiation scolaire c'est une médiation, c'est pas vraiment une aide. La médiation essaye de trouver un équilibre entre qu'est-ce que tu veux toi parent et qu'est-ce que tu veux toi école, sans vraiment ils peuvent pas se positionner non plus. Donc c'est une situation très très difficile pour tout le monde, et les parents très souvent ils savent plus quoi faire. Il y a même des parents, l'année dernière il y a 6 familles qui ont quitté le Luxembourg. Parce qu'ils n'en pouvaient plus. C'était vraiment cette bataille, ils ne pouvaient plus. Il y a beaucoup de signalements en justice. Les parents qui refusent de mettre leurs enfants dans un centre de compétences, maintenant c'est la mode, c'est le signalement par exemple. Et ça c'est des choses, c'est un stress énorme pour les familles. Donc oui, tant qu'on n'a pas vraiment aussi cet observatoire de l'enfance, de la jeunesse, il le montre si bien dans le rapport, et c'est très très important ce rapport existe. Mais j'ai pas l'impression que, je sais pas, la seule chose qui était dans le dernier plan d'action, c'était vraiment tout ce qui était le formel, c'était la formation des professionnels. Je sais, il y a eu quelques adaptations pour les formations, mais on n'est toujours pas dans cette situation. On peut dire que les professionnels, ils peuvent encadrer tout cela. Ils peuvent faire à l'école que ça fonctionne mieux, l'inclusion. Et donc, tant qu'on est toujours dans cette situation, c'est toujours les enfants, c'est les familles, les parents qui sont stigmatisés parce que c'est pas possible autrement. Pour le moment, il n'y a pas de communication entre tous les acteurs, et ça c'est très très malheureux. Je sais même pas pourquoi on ferme l'école. On devrait ouvrir les portes de l'école, faire venir tous les spécialistes pour que ça fonctionne mieux, de faire vraiment tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Et je peux donner un exemple. Je sais même, il y a un enfant, il était en inclusion dans une école. Une minute. Et parfois, il faisait des crises parce que, après, ils ont trouvé... C'était la lumière. Pour lui, c'était trop. C'était une sensibilité à la lumière. Voilà, c'était tout, mais bon, personne ne savait. L'enseignante pensait, ah oui, mais lui, il ne fait que des crises, je ne peux pas faire mon cours comme je veux, c'est pas possible. Et puis, il y a une maman, elle a fait une lettre, elle a demandé à l'enseignant de mettre cette lettre dans le cartable de chaque élève. C'était un peu une sorte de pétition pour expulser cet élève. Donc voilà, c'est des situations, ça existe, hein, c'est pas c'est pas un cas isolé, hein, il y a d'autres situations comme ça. Donc oui, voilà, je crois que c'est un bon exemple. Oui, bon, je ne vais pas repartir non plus sur la scolarité, je pense que tu as dit beaucoup de choses ici, mais en tout cas, nous, voilà, on le voit au service de consultation psychosociale chez Alain Maladira, la stigmatisation, elle est encore bien réelle, elle est là. Quand une personne, et c'est généralement aussi, comme tu l'as bien dit Joël, toute la famille derrière, nous on dit toujours on aide les personnes concernées, donc personne concernée c'est celui qui est malade lui-même, mais aussi tous ses proches, parce que ça atteint toute la cellule familiale, et c'est chaque personne qui fait partie de la famille qui doit faire son chemin pour accepter cette maladie et les conséquences qui vont être avec. Parfois c'est un handicap physique, parfois c'est un handicap invisible, et c'est vrai que là c'est encore plus compliqué quand c'est un handicap invisible, parce que parfois nous on fait tout un chemin avec la personne pour qu'elle ose aller demander par exemple le statut de salarié handicapé, et je vous assure que c'est vrai aussi, on a des personnes qui entendent
des professionnels de l'ADEME leur dire « mais vous êtes sur vos deux jambes, pas besoin de demander de statut ». Donc ça existe encore, même malheureusement de la part de certains professionnels, d'avoir un a priori et d'oublier, on va dire ça, qu'il y a des handicaps invisibles. Donc je pense que la solution, c'est qu'il faut continuer à communiquer, à sensibiliser le public, les professionnels sur qu'est-ce que c'est avoir une maladie rare, qu'est-ce que c'est avoir un handicap, quels sont les différents types d'handicap qu'il peut y avoir. Même, je sais que déjà juste la notion de handicap, c'est tellement vaste et c'est des débats qu'on n'entend pas souvent non plus dans la société. Qu'est-ce qu'avoir un handicap ? Moi aussi, j'ai des personnes qui se disent aussi, moi je ne veux pas demander un statut de salarié handicapé. Je ne suis pas handicapée, je ne me reconnais pas là-dedans. C'est un mot qui ne me va pas. Donc voilà, il y a plein de réalités différentes et il faut qu'on puisse débattre de ça dans la société. Et pour ça, c'est important, que, comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est ce que tu disais, le NIFA, vous n'êtes pas senti écouté. Mais je pense qu'il n'y a que cette solution-là, c'est de vraiment tous se mettre autour de la table et de s'écouter et s'entendre et trouver des solutions ensemble. Parce que voilà, il y a de multiples problématiques, mais il n'y a qu'une solution, c'est en discuter et élaborer des stratégies ensemble. Je vais essayer de ne pas aller trop dans le philosophique, mais si on prend les valeurs de notre société, qu'on le résume vraiment sur le minimum, la société, l'idéal, c'est d'être jeune, d'être beau, d'être productif, de réussir dans tout ce qu'on entreprend, d'avoir un six-pack, d'avoir de bons biceps, d'avoir une belle chevelure. Voilà. Donc, le terme d'être nommé tout d'un coup handicapé, forcément, ça ne va pas avec. Ça ne correspond pas à cet idéal. Parce que aussi, on a tendance peut-être trop, quand on parle d'handicap, à parler de ce qui ne va pas, en tout cas du côté tristolet de la chose. En fait, le handicap, c'est une chose qui varie beaucoup, justement, dans quelle société on est. Si je suis dans un environnement où on m'accepte et qu'on me prend tel que je suis et qu'on me donne les mêmes possibilités qu'à tout autre, et qu'en plus l'environnement est de telle façon à ce que je puisse avec mon fauteuil accéder au même endroit que tous les autres visiteurs de l'endroit en question, etc., finalement mon handicap disparaît. Donc le handicap, c'est beaucoup une question aussi de contexte, aussi bien architectural que sociétal. Et si on est donc dans une société qui va mettre ses valeurs plutôt sur justement la différence de chacun et que tout ce que cette différence apporte en tant que plus-value à l'ensemble de la société, et qu'on va très vite constater que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice et à des compétences et à une plus-value. Et donc finalement, on peut arrêter de voir simplement ce qui soi-disant ne va pas. Donc, une société inclusive est faite la solution à tous les problèmes. Mais on en est loin. Et effectivement, ce que je peux tout simplement dire que c'est vraiment la vérité que je vis aussi dans mon travail en tant que responsable du département des salariés handicapés, c'est que beaucoup de personnes, surtout ceux qui ont un handicap invisible, qui peuvent donc a priori cacher le handicap à première vue, ont tendance, même s'ils ont déjà le statut, à ne pas vouloir le dire ouvertement. Par exemple, lors de leur lettre de motivation ou des entretiens d'embauche, ils vont cacher ça à leur futur employeur. Parce qu'ils disent ouvertement qu'ils ont eu des expériences où ils se sont ressentis vraiment discriminés dès qu'ils ont parlé du fait qu'ils avaient le statut de salarié handicapé. Donc on voit qu'effectivement, il y a encore une image très négative qui colle à cette idée de ce qu'est un handicap, et que finalement, l'handicap, tout le monde d'entre nous peut être très vite handicapé. Je ne parle pas maintenant de tout le monde d'entre nous peut avoir demain une attaque cérébrale et être dans une situation de handicap, peut avoir un accident de la vie ou autre chose. Mais contextuellement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mon handicap peut disparaître. Je peux, n'importe qui d'entre vous,
en un laps de temps de quelques secondes, vous mettre dans une situation où vous allez être complètement handicapé. Hein, si je vous mets dans une salle avec toutes des personnes qui parlent une langue que vous ne maîtrisez pas, et que vous êtes la seule personne à ne pas maîtriser cette langue-là, et qu'il n'y a pas d'interprète, vous serez la personne handicapée dans ce groupe. Donc finalement, c'est au fait une façon de comment on veut voir les choses et comment on approche les choses. Et je pense qu'il faut avoir une vue beaucoup plus objective et moins négative de ce que c'est le handicap et combattre justement tous ces préjugés qui sont tout simplement d'un autre temps, qui sont dépassés. Bon, merci. Maintenant, on va vous donner l'opportunité de poser vos questions. Un grand merci à tous les trois, parce que ça a été, je crois, vraiment exceptionnel. Et maintenant, c'est votre opportunité de poser des questions. On a encore un peu le temps. Franco peut commencer. Et je voudrais revenir sur ce que disait Mme Kirsch par rapport aux classes spéciales, au centre de compétences, je ne sais pas comment. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est souvent, en tout cas à Luxembourg, je ne connais pas très bien la situation dans d'autres pays, enfin, je sais que dans d'autres pays on fait des efforts beaucoup plus importants, que c'est un peu la solution de facilité. C'est-à-dire tous les enfants qui ont un petit retard, qu'il soit cognitif ou un handicap, on les met à côté dans une classe spéciale et comme ça, loin des yeux, il n'y a plus de problème dans la classe. Alors qu'il faudrait peut-être faire l'inverse, c'est-à-dire que, bon, je suis bien d'accord que peut-être garder un enfant avec un retard ou un handicap, parfois ce n'est pas possible, mais souvent, je pense qu'un enfant devrait rester dans une classe normale. C'est-à-dire qu'il devrait pouvoir avancer au même rythme que les autres, quitte à faire des ajustements avec des thérapeutes, avec des différenciations internes ou externes. Et j'ai l'impression que Luxembourg a malheureusement cette tendance à vraiment mettre les enfants à côté, loin du cœur, enfin loin des yeux, loin du cœur, quelque chose comme ça. Oui, ça je peux confirmer très très vite. On veut dire qu'il y a des problèmes ou quelque chose. Et il y a beaucoup d'enfants dans les centres de compétences qui n'ont absolument pas leur place là-bas. D'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants, c'est plus un problème de langue. Il y a beaucoup d'enfants portugais aussi dans les centres de compétences parce qu'ils n'arrivent pas juste à suivre le cours d'allemand parce que maintenant ils vont en faire. Ils sont donc en train de faire en français, mais au début c'était l'allemand et qu'il y avait des problèmes à cause de ça, juste la langue. C'est pour ça qu'ils sont dans le centre de compétences. Mais c'est très très vite, si ça ne marche pas, un enfant a des problèmes, c'est très 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 vite qu'on essaie de le... Et je dois dire, voilà, non, il y a des... bon, nous on était très déçus en 2018, quand on a entendu qu'il y a toujours les classes spéciales. On pensait vraiment que, bon, il y aura des centres de compétences, mais il y aura une école pour tous. Les centres sont là, donc pour apporter leur aide, aller dans les écoles, des assistants en classe bien formés, plus spécialisés que les éducateurs de l'ESEP, mais bon, c'était pas, on était vraiment choqués. Il y a des pays, il n'y a pas de classe spéciale. En Italie, il y a 50 ans, on a fermé les classes spéciales. Donc, voilà, donc ça peut... Chaque enfant a des talents, chaque enfant a des capacités, chaque enfant peut apprendre à son rythme. Et voilà, quand il a un plan de prise en charge qui est bien, ben voilà, il fait ce qu'il sait faire. Bonsoir. Je suis arrivé juste à la dernière partie. J'étais quand même assez, je dois dire, perturbé par le fait qu'il y ait un si grand retard au Luxembourg dans la prise en charge de l'handicap. J'ai quand même l'impression
Si je regarde, je suis portugais, donc les expériences que j'entends et qui sont implémentées au Portugal, j'ai l'impression qu'on a quelques décennies de retard, ce que je regrette énormément. Ma question est plutôt la suivante. Est-ce que le lobby qui peut être fait, est-ce qu'il est fait très efficace? Avez-vous les moyens de le faire? Est-ce que ces moyens de pression, elles sont faits? Est-ce qu'il y a une sensibilisation au niveau de la population pour que, ça va choquer les exemples des écoles, donc il y a des parents qui ne sont pas sensibilisés à la différence, qui n'ont, en fin de compte, ils n'ont pas la notion de qu'est-ce que c'est une société inclusive, qu'est-ce que c'est l'intégration. Je sais bien, on ne peut plus parler au Luxembourg d'intégration, on doit parler de vivre ensemble. Il y a toujours un problème d'intégration, on voit dans les différentes classes. Quel travail est mené par vous? Arrivez-vous à fonctionner en réseau? Ça veut dire pas que l'association, mais tous les acteurs de façon très active. Et de préférence, pas qu'en l'année électorale, naturellement. Et est-ce que vous cherchez des expériences, des bonnes expériences dans la formation des personnes qui doivent aider soit les jeunes, soit dans le suivi des adultes? Est-ce que ce programme existe? Ou j'ai quand même l'impression qu'il faut quand même revoir le plan national qui est actuellement en vigueur, comme on l'a fait l'année dernière avec le plan pour la santé mentale, sauf erreur. Donc peut-être celui de l'handicap, il est en retard. Donc voilà, je suis assez perturbé par le point que vous faites. Alors, que pourrons-nous faire pour vous aider? Ok, c'est la question pour tous les trois. Il peut commencer un peu. Bueno, est-ce qu'on fait des lobbies? Alain fait beaucoup de lobby, ça je peux dire, mais je parle que pour ma propre paroisse, comme je la connais bien. Donc oui, on essaye de faire beaucoup justement de lobby, de sensibilisation, etc. Mais comme vous l'avez dit, bon, je ne sais pas si c'est typiquement luxembourgeois, mais on est excellent pour travailler en silo. Ça, on est très très bien là-dedans. Donc ça, je pense qu'il y a un grand travail à faire là-dessus. Comme tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est vrai que nous, souvent, on le voit, les familles, elles viennent vers nous, par exemple, chez Alan Maladie Rare, parce que ils ont l'enfant qui va à l'école, et puis après, il faut aller chez le kiné, il faut aller chez l'ergo, il faut aller chez l'orthophoniste, il faut aller faire les consultations médicales, et dans le cas de Maladie Rare, il n'y a pas un médecin spécialiste, mais il y en a souvent 3, 4, 5, 6, donc ça fait, les familles, elles ont des agendas de ministres, donc il y a souvent un parent qui réduit ou qui arrête de travailler pour faire tout cela. Donc je pense un des grands objectifs, c'est qu'il faut arriver à travailler en réseau, et il y a une grande fracture entre le monde médical et le monde scolaire, et il faut vraiment essayer de pouvoir briser justement cette fracture, parce qu'il y a vraiment le côté pédagogique d'un côté et le côté médical, et les deux ont à prendre l'un de l'autre, et bien sûr le psychosocial avec ça. Donc oui, je pense que ça pour moi c'est une des clés. Je vais juste, avant de répondre, donc lobby, tout ça, voilà, question réseau, oui, Tsefi est par exemple chez Nememadice. Nememadice, c'est une fédération. Voilà, avec plusieurs associations. Et voilà, parce qu'on voit aussi, on est plus fort comme ça quand on est à plusieurs. Donc il y a plusieurs associations chez Nememadice. La communication, voilà, médecin, école, thérapeute, ça ne fonctionne absolument pas. Et je vous invite, parce que depuis janvier, parce qu'on fait la promotion avec un de nos membres qui a développé une application Dolza. Vous pouvez trouver ça sur notre site. C'est une application où c'est contrôlé par les parents, c'est complètement contrôlé par les parents, mais où vous mettez tous les documents dedans, tous les rapports dedans. Vous avez les médecins, les thérapeutes, l'école. Tout le monde peut communiquer avec tout le monde, et comme ça vous êtes toujours up-to-date avec les documents,
Et les gens, vous pouvez laisser des petits messages, même les personnes concernées, donc la personne handicapée peut mettre des messages, mais comme ça, bien sûr, vous, en tant que parent, vous décidez qui peut voir quoi, parce que vous contrôlez cette application, mais en général, tout le monde peut communiquer avec tout le monde. Et ça évite que personne à l'école, souvent même l'orthophoniste, à l'école, on ne sait pas qu'est-ce que l'orthophoniste travaille avec l'enfant, ou voilà, c'est des choses quand même très importantes, parce que l'école, c'est fermé, 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 même les thérapeutes, on ne sait pas. Donc, pour question de réseau, je suis complètement d'accord. Bon, nous, on est plusieurs associations déjà qu'on est ensemble, et c'était très, très important, par exemple pour le Adapto, parce qu'on a manifesté devant la Chambre, on était plusieurs associations, et je trouve, on était même à la Chambre des députés, et ça c'est notre force, c'est très important de se mettre ensemble. Oui, on fait aussi beaucoup de sensibilisation, on fait des conférences, on fait des tables rondes, on fait des films, on fait beaucoup, beaucoup de choses, et oui, on organise même des formations pour les professionnels, même ça, à l'IFEM. Donc là aussi. Oui. Au niveau syndical, pareil, nous avons également beaucoup de différents programmes de sensibilisation. Par exemple, nous avons dans le cadre des formations syndicales plusieurs différents modules de formation qui sont dédiés aux délégués d'entreprise pour les sensibiliser à leur rôle actif qu'ils peuvent jouer, donc aussi au niveau de l'inclusion de salariés handicapés dans leur entreprise. Nous organisons beaucoup d'activités communes avec le monde associatif dans le domaine de l'handicap, donc où en fait, si vous voulez, les syndicats et le monde associatif essayent aussi donc, de mettre l'énergie en commun. Mais c'est vrai que c'est que dans les dernières années que ça s'est construit comme ça. Avant, chaque association avait tendance à travailler beaucoup simplement dans son petit coin, représenter ses intérêts, disons, entre guillemets, pour laquelle l'association avait été créée. Et c'est seulement maintenant, depuis les 10 dernières années, grâce aussi entre autres justement à la création de Never Dice, qu'il y a eu cet esprit de dire en fait, on avait tout intérêt à travailler plus ensemble, en commun, pour avoir effectivement une plus grande écoute de la part du public. Ça commence doucement mais sûrement à prendre forme. J'ai l'impression que de plus en plus, il y a cette notion de dire ne plus vouloir juste faire sa petite activité entre soi, mais de faire vraiment à ce que chaque type d'handicap soit représenté et que l'intérêt de chaque groupe soit représenté, et d'effectivement mettre en commun cette énergie. Si on aura encore une question ici. Oui, bonsoir à tous. Donc, merci beaucoup pour l'organisation de la conférence. C'était très intéressant. On a parlé beaucoup de l'école, du travail, et dans le sujet de l'intégration sociale, on a peu touché aux loisirs, vacances, inclusion dans la société au niveau journalier, au-delà de l'école ou du travail. Et donc, ça serait bien d'entendre un peu de vos pas sur vos pensées, comment on peut arriver qu'on soit en ville, on voit des personnes handicapées, que ça soit accepté. Si on va au Cactus, on voit les personnes handicapées, que ça soit normal. Oui. Oui, la CIF œuvre aussi, c'est pas seulement l'école, c'est aussi pour les sports, les loisirs. On donne, par exemple, tous les ans, on donne un prix, le prix de l'inclusion. L'année dernière, on l'a donné au Iron Spark, c'est une activité sportive, parce que là, vraiment, on vit l'inclusion et chacun est le bienvenu. Donc, on veut montrer des exemples de bonnes pratiques. Mais effectivement, il y a actuellement encore très, très peu de clubs de sport. Il y en a, mais il faut vraiment chercher. Et ça, j'espère qu'un jour, ces informations seront centralisées, peut-être chez Info Handicap ou je ne sais pas, où on peut aller, voilà, mon enfant il veut jouer au foot, hop, hop, je clique et je vois, voilà, le club de foot là, pas loin de chez moi, où il peut...
Actuellement, c'est très compliqué. Il y a très peu de sport inclusif pour trouver vraiment quelque chose. Mais j'étais récemment à une réunion et j'étais étonnée. Moi, il y a même des choses que nous, on ne connaissait pas. Les loisirs, c'est pareil. Et aussi tout ce qui est les scouts, les maisons des jeunes, tout ça. On a commencé un peu à faire un travail de sensibilisation aussi, parce qu'à chaque fois on entend la même chose. Oui, mais on n'est pas formé, madame. On n'est pas formé, on ne sait pas. Il faut quelqu'un qui accompagne l'enfant. C'est toujours. Mais les parents, ils ne naissent pas formés non plus. Hein. Il faut un jour commencer à se former. Mais c'est vrai que c'est encore un gros problème. Et puis, on pense toujours, il y a un truc qui fonctionne vraiment très bien, c'est le sport pour tous à Esch. Et là, je trouve que c'est une formule vraiment qui fonctionne très bien. Chacun est le bienvenu. Et le sport pour tous, c'est vraiment un sport pour tous. C'est pas seulement pour les personnes handicapées. Tout le monde peut y aller. Les vieux, les jeunes, les handicapés, tout le monde peut aller là-bas et participer. Parce que le concept est un peu différent, c'est pas la compétition qui compte, c'est vraiment que faire du sport ensemble. Tout le monde peut participer, tout le monde peut faire du sport ensemble. Et c'est ça un peu la différence. Et je crois que c'est ça aussi un peu le problème toujours pour tous ces clubs, c'est toujours cette compétition qui est quand même toujours dans les têtes. Hein. Et madame, elle a complètement raison, parce que je vois aussi dans les supermarchés, ça c'est vraiment... On a des caisses donc avec le fauteuil et avec le signe bleu, mais voilà, quelqu'un qui a un handicap invisible, ou voilà, il faut quand même... expliquer, ou voilà, c'est toujours compliqué. Pour certaines personnes, c'est vraiment compliqué. Et là, je pense qu'il faudrait trouver aussi une astuce, je sais pas, priorité aux handicapés. Mais c'est pareil aussi quand vous allez chez le médecin, quand vous allez, voilà, parce qu'il y a des gens, des autistes, ben, ils ne peuvent pas attendre 1 heure dans la salle d'attente avec les autres enfants qui crient. Il faudrait trouver quelque chose pour cette situation. C'est vraiment compliqué pour beaucoup de jeunes. Hein. Oui. Alors, c'est pas pour une question, mais je vais effectivement vous donner d'autres exemples qui vont peut-être vous choquer. D'ailleurs, voilà, le cactus, pour donner l'exemple, voilà, était jusque-là connu plutôt comme exemple de bonne pratique. Pourquoi? Parce que normalement, voilà, on pouvait avoir de l'assistance de la part du personnel en demandant simplement à l'accueil. Mais ce qui se passe depuis quelques années, j'ai été voilà, au cactus de Berche et voilà, j'ai essayé de demander de l'assistance et apparemment ils ont vu que voilà, ils ont apparemment un manque de personnel. Bon, pourtant on ne dirait pas qu'on a plus de 15 000 chômeurs. Bon, ils ont un manque de personnel apparemment, et du coup les personnes voilà, qui veulent de l'assistance doivent se manifester ou appeler au moins 2-3 jours à l'avance, et encore le vendredi et samedi, voilà, il n'y a pas ce service. Donc voilà. C'est une discrimination où on va carrément dans le mauvais sens. Autre exemple, essayer comme personne aveugle ou même personne handicapée de récupérer du cash, de l'argent liquide. Les guichets sont quasiment plus disponibles, seulement le matin de 9h à midi. Ou alors sur rendez-vous. Mais le problème pour demander le rendez-vous, l'application va être inaccessible pour les lecteurs d'écran et autrement les automates ne sont pas accessibles non plus, alors que les solutions sont pratiquées depuis 20 ans en France, en Suisse et dans d'autres pays d'Europe. Oui, donc je pense qu'il n'y a que la loi qui contraint les gens, et d'ailleurs c'est voilà,
c'est une loi européenne qui va être en vigueur cette année, le European Accessibility Act, qui règle l'accès à tous ces produits et services. Bon, j'espère qu'elle va changer des choses. Pour l'instant, on n'en parle encore pas trop. Bon, il y a une petite agence qui a été créée ici au Luxembourg. Bah, c'est bien, on crée toujours des agences ou des directions, des sous-directions, mais voilà. Pour le reste, bon, à voir ce que ça donne. Merci. Je voulais vous demander où on était avec l'assistance à l'inclusion au travail. À ma dernière connaissance, le succès escompté n'était pas vraiment là. Est-ce que ça a évolué entre-temps? Et puisqu'on parle surtout des maladies rares aujourd'hui, est-ce que c'est une mesure que vous croyez adaptée aux maladies rares, ou est-ce que vos besoins sont tellement différents que ça devient difficile, la mise en pratique devient difficile? Alors, pour l'assistance au travail, finalement, il n'y a pas d'évolution positive ou marquante dans un sens quelconque. Mais il y a enfin une prise de conscience au niveau du ministère du Travail qui a compris que finalement, ça n'avait pas réussi leur projet. Et d'après, je dis ça avec une certaine prudence parce que je n'ai pas encore vu de texte, il paraîtrait qu'il y aurait une réforme qui serait prévue. Alors, nous avons rendez-vous maintenant le 12 mars justement pour le département avec le ministre du Travail. Nous allons justement aborder ce sujet-là, il est à l'ordre du jour. Et nous sommes curieux d'apprendre de sa bouche qu'est-ce qu'il a prévu de faire. Nous, on trouvait que c'était un bon projet, mais en effet, il n'y a jamais eu de résultats concrets sur le terrain. Mais nous, on le voit parce que, au service de consultation psychosociale, parfois, on est aussi un petit peu pris au dépourvu parce qu'on observe et on remarque qu'il y a des personnes ayant le statut qui ont besoin presque d'un accompagnement quotidien intensif pour pouvoir être pleinement intégrés dans le marché ordinaire avec leur statut. Donc, je pense que c'est une mesure importante, mais il faut se donner les moyens de le faire correctement. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient vraiment en profiter. Et nous, on le voit, il y a plein de gens qu'on n'arrive pas, qui restent en reclassement externe avec indemnité d'attente à l'ADEME, alors qu'elles pourraient travailler, mais les sociétés et le monde du travail fait que ils ne correspondent pas, mais ils seraient tout à fait capables d'apporter un plus à la société et d'avoir une activité professionnelle et sociale, mais il faut se donner les moyens de pouvoir les encadrer, de former les employeurs, de former aussi, de sensibiliser les collègues au travail, qu'est-ce que c'est avoir un handicap, comment je peux me comporter, et ne pas être dans une démarche de compétitivité à tout prix. Donc, je pense que c'est vraiment important de le faire. Et pour nous, c'est encore plus complexe dans les maladies rares parce qu'il y a 6 à 7 000 maladies rares différentes. Donc, c'est une multitude de spécificités et de complexités. Et on a les personnes qui se retrouvent, qui sont soit pas assez malades, soit trop malades. Elles tombent souvent aussi entre les cases, que ce soit dans le monde professionnel ou dans le monde scolaire. Par exemple, là, parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec mes collègues, on a un enfant qui est porteur d'une maladie neuromusculaire, donc c'est dégénératif. Il a bientôt 16 ans, il n'est plus assez bon pour rester à l'école, il a redoublé de nombreuses fois, mais il n'était pas encore prêt, lui et sa famille, à faire le pas pour faire une inscription dans les ateliers protégés. Et donc, ils ne l'ont pas fait. Et maintenant, on se retrouve, cet enfant va devoir attendre 2 ans, 3 ans pour avoir une place en atelier protégé. Et à l'école, on nous dit, mais on n'a plus de projet pour lui, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc, et l'école n'est pas faite, en plus, parce que, on est toujours pour les personnes qui ont un handicap physique, qui ont toutes leurs capacités cognitives, les écoles ne sont pas adaptées, les mesures ne sont pas faites non plus parce qu'on les retrouve souvent,
il faut aller vers quelque chose de professionnel, alors qu'ils auraient toutes les capacités de rester dans un système qui leur correspond, mais il n'y a pas assez de mesures qui sont mises en place pour pouvoir les garder jusqu'à la fin du lycée à fond. Juste une petite question. On pourrait parler sur les sujets pour plusieurs jours. Malheureusement, il n'y a pas de représentante de la politique. Ça m'étonne ce soir. Et chacun de nous, il y a un résumé dans la tête, une histoire d'une personne qui l'a touché. Dernièrement, j'ai un ami, j'ai su d'un ami qui a un petit enfant avec une maladie rare non diagnostiquée, qui a demandé une chaise roulante à la crèche et le dossier est resté suspendu pour plusieurs mois. La dame, mon amie, a décidé d'acheter elle-même une chaise roulante et pas attendre tous les dossiers, toutes les démarches de l'école. Dit ça, ce qui m'étonne vraiment beaucoup dans ces pays, seulement pour les riches, que les 6 familles sont parties sans savoir une aide d'État. C'est inutile qu'ils continuent à sortir dans la presse que c'est un pays paradis, que c'est le pays plus riche du monde, quand il y a plusieurs problèmes que personne ne veut voir. Alors, je vous remercie vraiment beaucoup pour cette soirée. Je remercie toute l'équipe de Pilux. Mais quoi faire pour empêcher que les familles partent ailleurs pour soigner ses enfants? C'est peut-être voulu aussi. On n'est pas conforme. Oui, quoi faire, c'est une bonne question. Mais les familles n'en pouvaient plus. C'était des situations. Il reste vraiment les riches. Une famille, l'école, le lycée a dit non, on ne veut pas de ce tour. C'était pas une famille luxembourgeoise, donc c'est une famille qui est venue. C'était très très compliqué déjà pour trouver un lycée qui accepte l'enfant. Bon, après, on avait la maman, elle est arrivée 2 fois à l'école et à midi pour aller le chercher, il n'était plus là, personne ne savait où il était. Alors elle était en ville, heureusement rien de grave n'est arrivé, mais tout ce que on était aussi dans ce dossier, on était aussi avec le ministère et tout, tout ce que l'école a dit, madame, vous voyez pas, ça marche pas. Vous voyez, votre enfant, il ne peut pas venir à l'école. Pour lui, c'est pas possible. Mais aucune responsabilité, il n'avait aucune pour eux. C'était vraiment, non, c'est pas de notre faute. S'il s'en va, c'est pas notre responsabilité. C'était la faute de l'enfant. Donc c'est des situations très. C'est bon, on essaye, on fait beaucoup de choses, on fait beaucoup de sensibilisation. Je crois que tout le monde ici à table, on fait beaucoup pour sensibiliser. Mais si la volonté politique n'est pas là, c'est très compliqué. Ok, maintenant on doit vraiment finir. Un grand merci à tous les 3 sur scène et aussi à Patrick qui est assis en face de nous. Ça a été une soirée, je crois, d'une énorme qualité, d'une énorme humanité. Ça, c'est aussi très important. Et tout simplement, pour vous rappeler, la prochaine fois que vous aurez l'occasion de participer dans une table ronde organisée par Pilux, ça sera dans le Festival de Migration. C'est-à-dire le 15 mars à 18h30, on organise une table ronde sur les régimes linguistiques au Luxembourg. Sujet... C'est toujours intéressant. Donc, vous aurez l'occasion de nous voir, c'est dans la salle 2B, au premier étage, là, vous savez, à l'entrée de la L'entrée principale. L'entrée principale. Oui, l'entrée principale, vous montez l'escalier, tout de suite. Donc, ça sera notre prochaine occasion de vous revoir, on l'espère comme ça. Et un grand merci à tous et à toutes. Et maintenant, vous êtes cordialement invités à jouir de notre exceptionnelle cuisine dans les... Okay, merci.